Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Jimmy Boudreau, ce qui est un spécialiste de l'entrepreneuriat, le reprenariat, qui est prof. Il va se présenter juste après et on va faire un webinaire avec lui prochainement. Je voudrais juste voir s'il y a des gens qui aimeraient faire un webinaire pour pas ne le faire venir, le faire venir inutilement. Donc si vous aimeriez assister à un webinaire vraiment plus complet sur le reprenariat, juste à mettre un petit commentaire en dessous de la vidéo, donc sur YouTube, mettons, mettre juste présent ou je suis intéressé ou peu importe. Comme ça, ou nous écrire sur Instagram, peu importe. Et comme ça, on organisera ce webinaire-là. Donc, le podcast arrive. J'espère que ça vous a plu. On aborde le sujet du reprenariat, de la finance, etc. Donc, voilà, bon podcast. Bonjour mesdames et messieurs, ici Simon pour un nouveau podcast de Lib. J'ai la chance de recevoir Jimmy Boudreau, un de mes amis qui est déjà venu sur le podcast. Il revient une deuxième fois, je trouvais ça ultra pertinent de l'avoir avec nous. Donc, merci Jimmy de prendre le temps de venir nous éduquer encore une fois. Et puis, je te laisse te présenter. Jimmy, dis-nous qui es-tu, qu'est-ce que tu fais, puis on va partir ça, on va discuter. Parfait. Ben alors, merci beaucoup, Simon, de l'invitation. Ça me fait vraiment plaisir. Sans rentrer en détail, un petit peu mon parcours, là, on peut le diviser là, de cette façon-là. Dans un premier temps, juste ma formation académique. Alors, j'ai un bac en finance et puis également une maîtrise en finance de l'Université de Sherbrooke. Euh, Ma carrière se divise, Simon, un petit peu en deux. Alors, une dizaine d'années dans le domaine bancaire. Alors, banquier. Alors, financement de PME pendant une dizaine d'années. La balance, alors, environ plus ou moins 15 ans comme entrepreneur. Alors, j'ai acheté deux entreprises que j'ai revendues. Actuellement, je suis encore partenaire dans une petite PME. Je fais du mentorat avec un jeune entrepreneur. Et avec ça, pour me regarder à jour, puis vu que je suis un passionné de finance, bien, ça fait à peu près 7 ans que je suis chargé de cours à l'Université de Sherbrooke, au campus ici à Longueuil. J'enseigne principalement deux cours, qui est aspect pratique du financement. Et le deuxième cours que je donne à des ingénieurs qui travaillent, là, qui s'appelle ingénieur entrepreneur. Alors, c'est un petit peu ça. Pour te mettre un peu suite à notre dernière rencontre, il y a beaucoup de choses qui ont bougé. Alors, j'ai vendu, moi, ma PME en octobre 2022. J'avais un contrat de travail de 6 mois qui a terminé là, le 31 mars. Alors, je suis si on veut, en à réfléchir à mon nouveau défi. Je vais prendre l'été là, de reculons, puis pour savoir qu'est-ce que je veux faire à l'automne et tout ça. Fait que c'est un peu rapidement là, mon parcours académique et de carrière, Simon. Parfait, écoute, c'est super. Puis on en discutait juste avant le podcast, on est un peu à la même Ouais. place au niveau de recherche d'opportunités pour septembre. On s'assera ensemble. Qui sait, Oui, on ne on sait peut, jamais, tout à fait. Oui. qu'est-ce qui peut en découler. Euh, Parle-moi donc du truc avec les ingénieurs, donc les ingénieurs entrepreneurs. Oui. Alors, c'est un programme, en fait, c'est un programme de maîtrise. Alors, c'est une formation de deuxième cycle. Alors, c'est tous des ingénieurs qui travaillent à la Ville de Montréal, chez Hydro-Québec, des sociétés de transport. Et dans le cadre de la maîtrise, il y a un cours qu'ils peuvent choisir qui s'appelle Entrepreneur ingénieur. Et le cours, c'est tout simplement parler de l'entrepreneuriat. On monte ensemble. Le travail de session, c'est de monter un plan d'affaires. OK. Alors, on regarde l'ensemble des choses du plan d'affaires, les opérations, le marketing, le RH. On fait des projections financières ensemble. Et à la fin, on parle de rachat, bien entendu. J'ai deux cours complètement qui est attitré au rachat d'entreprise parce que les ingénieurs peuvent être des bonnes personnes pour faire les rachats. Et à la fin, il y a une présentation. Alors, ils présentent leur plan d'affaires à la classe. Alors, c'est vraiment, vraiment le fun, honnêtement. Là, j'ai la chance, là, quand j'ai commencé à enseigner, un de mes anciens étudiants vient tout juste d'acheter une entreprise à l'automne passé. Il m'a tenu au courant. Alors, ça sème un peu, tu le sais un petit peu, Simon, là, les 10 prochaines années, il va y avoir plusieurs entreprises à vendre.
Et moi, je pense que les ingénieurs ils ont un beau profil d'acquéreurs parce que je pense qu'ils peuvent améliorer l'efficacité à l'intérieur de l'entreprise. Alors, je trouve ça vraiment le fun de donner ce cours-là. Penses-tu qu'on est entrepreneur du verbe naître ou penses-tu qu'on peut le devenir avec la force des choses, avec l'âge, d'avoir... Je suis un peu biaisé là-dessus, où je me demande est-ce que on peut avoir un switch puis de devenir entrepreneur. Tu sais, quelqu'un avec qui je parlais cette semaine m'a dit, me demandait si j'avais des opportunités parce qu'il aimerait ça investir avec nous, avec Liv, il voudrait peut-être donner des consultations, etc. Puis c'était un gars sharp. Puis il me disait, ah, tu sais, je suis un bon numéro 2. Mais lui, partir tout seul, il était comme, ah, toi, comment tu vois ça dans tous les postes que tu en as rencontré des dizaines et des dizaines des profils. Est-ce qu'il y en a où tu t'es dit, oh, celui-là, ça va être compliqué, tu sais? Moi, je pense qu'on peut diviser ça peut-être en deux. OK? On a le vrai, tu sais, le vrai entrepreneur que lui, il aime faire des projets et quand le projet est monté, il veut passer à un autre appel. S'en Hein, va. il veut dire, tu sais, lui, le quotidien, là, ça ne le tente pas de gérer ça. Alors, ça, Ok. c'est des vrais, là, tu sais, qui ont ça dans le sang. Ça, il n'y en a pas une tonne, je pense. OK? Ensuite de ça, il y a le profil, je te dirais, plus moi qui sont davantage, j'appelle ça des gestionnaires entrepreneurs. Ok. OK? Moi, dans ma carrière, jamais j'aurais parti quelque chose à zéro. OK? Alors, moi, je voulais acheter quelque chose, l'améliorer, le faire passer à une autre étape. Alors, moi, je le divise en deux et je voudrais même, on pourrait rajouter une troisième que j'appelle des gens qui pensent qu'ils sont des entrepreneurs. Hein, mon cousin a réussi, mon oncle a fait ci, qui pense que c'est facile entre parenthèses. Alors, il y a cette notion-là, des fois, qu'on voit assez régulièrement. Puis par expérience, tu poses quelques questions, puis tu le vois tout de suite que ces gens-là ont plus ou moins, tu sais, il y a beaucoup de gens qui pensent qu'être entrepreneur, c'est faire 20 heures par semaine, puis sortir un salaire de 100 000, puis la vie est belle, là. Alors, c'est pas ça, hein? Effort, résultat, ça va ensemble, là. Fait qu'il y a ce profil-là, des fois, qu'on voit. C'est génial. Puis j'aime ça comment tu le dis, là, tu sais, ceux qui pensent que c'est facile de réussir. J'aime aussi la nuance entre les deux. C'est celui qui, tu sais, on dit la personne, elle aime plus le voyage que la destination. Et souvent, moi, un de mes anciens partenaires, c'était ça. Lui, il montait une business. Une fois que le business était structuré, tu le voyais plus, il était sur un autre projet. Puis il faisait la même chose à tous les projets. Puis c'était pas mauvais, mais à un moment donné, Non, il s'est non, non, pas du mis tout. dans la gestion, on va dire, tout ce qui est plus, quand tu es plus passif, là, tu sais, tu fais un peu ton quotidien, eux, ils aiment pas ça, ils préfèrent développer. Je pense Mais, que je suis plus un peu comme ça de développer, moi. mais ces gens-là, ils ont besoin de gens comme moi un petit peu. Ouais, Ah, tu as l'entrepreneur, le vrai, qui va monter, mais après ça, il y a besoin de quelqu'un qui va prendre ça. Moi, je suis un gars de quotidien, de ok. gestion à tous les jours, d'analyse. Alors ça fait vraiment habituellement un beau mix de partenariat. Ouais, mais effectivement, je suis allé au CETEC il y a quelques semaines, le truc pour la reprise, le Ouais. reprenariat. Puis c'est ce qu'il disait, là, qu'il y avait énormément de, de, de business qui allait être à vendre, là, que c'était vraiment un truc assez incroyable. Puis ça m'a amené à me dire, est-ce que l'investissement vaut la peine parce que là, je suis en transition Ouais. actuellement. OK. Je te le disais juste avant le podcast où j'ai dû faire des choix, hein, des choix dans ma vie où des fois, bah, tu as trop de choses ou pas assez. Bah, là, je vais me concentrer sur Lib, sur mon gym, puis j'aimerais ça notre projet entrepreneurial. Puis je me disais, est-ce que j'achèterais pas une business? Toi, tu viens de le vivre, puis tu le vis à ton Ouais. quotidien en Ouais. donnant des cours, etc. Est-ce que les prix sont encore trop chers? Trop chers, excuse-moi, je lisais que la personne, elle disait justement un cas qui arrivait, personne, elle voulait vendre, mais c'était comme, ah non, je ne vais pas te vendre ça pour 800 000, j'ai passé 20 ans là-dessus, tu sais, le prix est pas bon. Est-ce que tu vois encore cette dichotomie où les gens ne veulent pas vendre ou comment ça se passe actuellement, puis comment tu entrevois le futur? Je sais que c'est une grosse question, mais au niveau des prix, est-ce que ça vaut la peine? Oh, ouais. C'est une très bonne question, Simon. Par expérience, parce que là, j'ai vécu les deux volets, j'ai vendu la mienne et en même temps, pratiquement, on a acheté une petite PME avec des partenaires. Euh, des belles entreprises, il va tout le temps en avoir. OK? Et bien entendu, rendu là, c'est un jeu de négociation. C'est un jeu de calcul de projection financière, de prix, mais encore là, tu sais, les entreprises se vendent environ ces temps-ci, là, 4 à 6 fois le profit. Il va toujours y avoir des belles entreprises. Et malgré encore aujourd'hui, on a vu là, le taux directeur augmenter, puis les gens souvent ils disent ils ont peur, mais une belle entreprise
Toujours important de regarder le taux d'intérêt, mais une belle entreprise va bien se financer, va bien se rentabiliser. Une entreprise qui est solide, souvent, il faut enlever le côté taux d'intérêt parce que si elle est solide, si elle est belle, on va réussir. Fait que, et encore là, ça dépend trop du domaine d'activité, hein. On a des fois des domaines d'activité où les ratios ou la logique, des fois, tu ne la comprends pas. Moi, je parle toujours d'un domaine d'activité qu'on voit un peu plus traditionnel, là. Il va en avoir des belles. Il faut négocier, faut bien analyser, il faut faire un bon diagnostic, il faut être bien entouré. Tu sais, on ne fait pas ça tout seul. Fait que, Non. puis les opportunités, oui, il faut les analyser. Tu sais, il va y avoir des entreprises où on est capable, nous, quand on rentre dedans, on voit déjà le potentiel. Tu sais, on va avoir des entreprises qui existent depuis 20, 25 ans, puis le propriétaire l'a toujours bien géré, mais l'innovation, il est fatigué, il n'y a pas de relève. Alors, nous, si on voit cette opportunité-là, l'emmener à un autre niveau, ça peut être très intéressant. C'est quoi les erreurs que tu vois régulièrement des repreneurs ou des vendeurs? Tu sais, quelque chose, que tu pourrais mettre en garde? Est-ce que des choses comme ça que tu as vues toi-même, des expériences que tu as vécues? Ben, je pense que c'est d'aller trop vite, hein, aller trop rapidement et de ne pas être bien entouré. Tu sais, de dire oui, non, non, je suis capable, moi, de faire l'analyse. Oui, je suis capable. Oh non, je n'utiliserai pas un avocat pour la vérification diligente. Non. Alors, aller trop vite, parce qu'il faut prendre notre temps, puis de ne pas être bien accompagné. Euh, les gens, souvent, ils me disaient, ouais, mais là, je suis en compagnie, il va falloir que j'investisse de l'argent. Oui, c'est mieux d'investir un 2 3 000 pour bien se faire accompagner qu'arriver à la fin du processus puis se tromper, puis ça peut coûter pas mal plus cher si on se trompe. Alors, il faut bien analyser. Alors, pas aller trop vite puis être bien accompagné, je te dirais, c'est deux choses pas mal importantes. Puis est-ce que moi, tu m'as dit une chose qui m'a frappé il y a quelques mois. Tu m'avais parlé de ta rencontre avec ton partner qui était avec toi Oui, chez, oui, sur PSI oui. et tu m'avais mentionné un peu le fonctionnement que vous aviez été mangé. Est-ce que tu es à l'aise de l'expliquer sur... Ben oui, parce que pour moi, ça fait partie, pour moi, ça fait partie du succès de travailler avec des partenaires. OK? Mhm. Moi, dans mes deux, même dans mes trois entreprises, j'ai jamais été seul. Moi, je crois au travail d'équipe, Moi à la aussi. complémentarité des forces et des faiblesses. Mais il faut bien travailler les choses. Juste faire une histoire courte, Simon, c'est que Eric, qui est encore mon associé dans la nouvelle entreprise, on ne se connaissait pas. OK? C'est dans le cadre d'une formation sur la relève auquel moi je coordonnais. Eric était mon élève, était fait partie du groupe d'étudiants. Euh, et on avait des professionnels qui venaient à chaque séance parler d'un avocat du légal, un comptable, un banquier, et les élèves avaient toujours à se présenter. Et Eric voulait quitter son entreprise et avait ciblé une entreprise à acheter. Alors, puis moi, je savais, j'avais revenu dans le domaine bancaire, je savais que c'était temporaire parce que j'avais acquis une entreprise, je l'ai vendue, je suis revenu dans le domaine bancaire. Assurément, je savais qu'un jour, j'aurais une nouvelle entreprise. Alors, je vais faire une histoire courte, je vais déjeuner avec Eric pour se présenter. Je dirais, as-tu déjà pensé à avoir un associé? Tu te présentes là, vente, développement des affaires, opérations. C'est mon complément à moi qui est plus financier, administration, by the book, analyse et tout ça. Je trouve qu'on ferait une bonne équipe. Alors, je l'aide pour analyser la cible qu'il y avait. Alors, ça ne fonctionne pas, cette cible-là, pour X, Y raison. On continue là, à dire, à travailler ensemble jusqu'à temps qu'on trouve la cible multi-PSI. Et qu'est-ce qu'on a fait, puis moi, est essentiel. Un, on était souper, moi et ma conjointe, et Mhm. lui et sa conjointe, parce que en affaires, c'est un mariage, hein? Puis quand tu es propriétaire, ben, c'est 7 jours par semaine, puis tu en discutes avec ta femme, puis tu réfléchis tout le temps. Alors, moi, je voulais m'assurer que la femme Eric, ma femme, était consciente là, que oui, mon nouveau mari, ma Ouais. conjointe, c'est elle, mais là, ça va être mon nouveau conjoint, en parenthèse. Alors, on voulait s'assurer de ça. Alors, ça, on a fait. Et encore plus, Simon, qui est ultra important, on a mis les cartes sur les tables. Alors, j'ai dit à Eric, Eric, tu vas me faire ton bilan personnel. Je vais faire mon bilan personnel. On va se le présenter. On va discuter. Puis après ça, qu'est-ce qu'on a fait? Alors, c'était drôle parce que mon,
Eric est un peu plus âgé que moi, mais on avait similaire, un peu de des REER, une maison et tout ça, un motorisé, deux personnes qui faisaient du camping qu'on adorait. On était deux maniaques de hockey. Tu sais, tout était bien. Après ça, on s'est dit, OK, c'est beau. OK, on s'est dit, prends une feuille blanche, tu vas m'écrire ton salaire, je vais prendre une feuille blanche, puis je vais écrire mon salaire. Puis ça, je pense que je l'ai déjà dit, puis Ouais. je le dis à tout le monde. Simon, même si on s'associe un jour, puis tu me dis, moi, tu sais, Jimmy, à cause de mon rythme de vie, il faut absolument que je gagne 150 000, je n'ai pas le choix. Puis moi, je dis, ben moi, tu sais, Simon, moi, à 50 000, je suis capable de vivre avec ça parce que le restant, je veux le laisser dans l'entreprise. Je veux que l'entreprise elle grossisse. Malheureusement, je vais porter à te dire qu'il risque d'avoir peut-être un peu de difficulté. OK? Il y a peut-être un crash à ce niveau-là. Alors, nous, on est arrivés, puis écoute, on était fait pour travailler à ça. On avait le même montant sur la feuille de papier. Alors, on est partis les deux avec le même salaire à ce niveau-là, puis on a opéré ça pendant 8 ans. Y OK? a-t-il beaucoup de disputes, séparations parmi les actionnaires, les associés? Est-ce que tu en vois, toi, dans ton cursus, dans ton évolution? Est-ce que tu en as vu des gens qui n'auraient peut-être pas dû être ensemble? Puis mon autre question qui suivra, c'est est-ce que vous apprenez ça quand tu donnes des cours? Est-ce que tu leur dis aux élèves de faire un peu le même exercice que tu as fait avec Eric? Ben, quand moi j'enseigne, cette histoire-là, je la compte, puis je leur dis que ça devient vraiment, vraiment important. Pour répondre à ta première question, de près, de gens que je connais, j'ai jamais eu à vivre cette problématique-là. Mais bien entendu, avec mon réseau, qui est une autre chose très importante, j'ai déjà entendu, soit par mon ami avocat, mes amis comptables, des histoires, et malheureusement, c'est souvent des histoires familiales. C'est qu'est-ce que je vois le plus. C'est souvent pas des associés externes. Parce qu'un associé externe, souvent, tu vas le choisir. Tandis que la famille, des fois, tu ne la choisis pas, c'est par la force des choses pour garder. Alors, la plupart des problèmes de chicane que j'ai entendu parler, c'était des problèmes vraiment au niveau d'entreprise familiale, qui est triste un petit peu, là. Puis si on regarde un peu les histoires à échec ici au Québec, c'est souvent. C'est souvent des histoires familiales. Quand tu choisis ton partenaire, ben, tu l'as choisi, tu l'as évalué, c'est un ami après, tu sais. Tandis que la famille, tu ne la choisis pas toujours. Il parlait, je lisais. Euh, J'en parle souvent de ce livre-là, là, c'est quasiment comme si les gens vont croire que c'est le seul livre que j'ai lu, mais c'est les 10 histoires à succès des entrepreneurs francophones. Puis il parlait de la famille Cascade. Il y a d'autres familles et il disait que admettons, dans Cascade, le petit frère qui devait reprendre la business, mais les deux grands frères voulaient pas. Ils étaient comme non, il est pas assez bon, il est trop jeune, il est junior, ça marchera pas. Et lui, il a décidé de se partir une autre business qui est devenue Norampac, qui est devenu OK. très gros aussi. Donc, et il y a d'autres, je me souviens plus, c'est les souliers, je me souviens plus le nom de la marque, là, mais bref, en Italie, comme France-Italie, là, puis c'est pareil, là, le gars, lui, ils avaient des vignobles et tout, puis ça marchait pas du tout avec sa famille, il est parti, puis il a parti son propre, les Geox, les souliers Geox. OK. Euh, c'est ce qu'ils disent dans le livre, qu'avec ta famille, c'est tellement compliqué, puis il faut vraiment mettre les choses au clair. Un peu comme, j'en ai déjà parlé, mais Pierre-Yves McSween avait fait un peu une chronique sur les chalets. Il parlait, oh, tu veux acheter le chalet avec ta famille. C'était pas une bonne idée parce que qui va y aller à Noël, qui va y aller pendant les vacances de l'été, etc. Puis c'est là que c'est important, je pense, dès le début, de mettre carte sur table, c'est d'avoir quasiment une convention d'actionnaire. C'est un peu comme un contrat de mariage. Ils disent, Ouais, le ouais, contrat de ouais, mariage, fais-le quand tu te maries, fais-le pas ouais. au divorce quand ça va mal. Bah, c'est pareil, tu sais, ta convention d'actionnaire, fais-le si tu te pars en business avec peu importe qui, ta famille, tes amis. Qu'est-ce qui se passe si tu ne travailles pas? Qu'est-ce qui se passe si tu n'es pas capable si tu tombes malade, que tu veux t'en aller, que tu veux revendre? Donc, surtout avec la famille, tu sais, c'est que ça Ouais. crée aussi avec les parents, les cousins, Ah, les les frères, les sœurs. conflits, ouais. C'est qu'est-ce que j'ai entendu beaucoup parler, la problématique là, de l'aspect familial. Puis, tu sais, Ah, pour revenir à la convention entre actionnaires, aussitôt que tu es un associé, tu devrais s'asseoir avec un avocat ou un notaire corporatif et avoir une convention. Tu veux, dans les sous que j'investis dans la petite PME, on est trois. Alors, moi, mon ancien associé Eric et son garçon.
Alors, étant donné que nous, on fait du mentorat, on n'est pas là à temps plein, c'est vraiment Alexandre qui est là à temps plein. Alors, on a signé une convention d'actionnaire pour s'assurer aussi, nous, en tant qu'investisseurs et mentorat, que, en parenthèse, qu'Alexandre ne dérape pas et commence pas à faire des dépenses sans notre autorisation. Alors, ces choses-là, ces clauses-là, on peut les rajouter dans une bonne convention. Alors, c'est pour ça que c'est important là, de faire ça. Puis comme tu l'as dit tantôt, il faut le faire dès le début. Ah ouais, si tu fais ça quand ça va mal, c'est Et un petit peu compliqué. Je sais qu'il y a oui. des points que tu voulais aborder. Donc, je te laisse y aller. Est-ce qu'il y avait des points particuliers? J'ai vu que tu m'avais mis des notes. Donc, tu m'avais parlé des avantages, d'inconvénients, des comment choisir l'entreprise, etc. Donc, Ouais, je te on laisse peut nous passer conseiller ouais. là-dessus. On a beaucoup, beaucoup de monde qui sont intéressés par l'entrepreneuriat, le reprenariat, les associations, etc. Donc, OK. je te laisse y aller. Je sais que tu es très pertinent là-dessus. Parfait. Bon, on va commencer par. Puis ça, je m'en fais souvent poser, puis tu dois sûrement t'en faire souvent poser. Ben, c'est quoi les avantages de faire l'achat d'une entreprise versus d'en partir une à zéro? Ouais, Hein, quand c'est une question classique, alors pourquoi je pars à zéro ou pourquoi j'achète une entreprise au lieu de partir à zéro? Ben, tu sais, le premier constat que moi je vois, quand on achète une entreprise qui a un historique, on a déjà une clientèle établie. On a déjà un système comptable en opération. On a déjà des fournisseurs. On a souvent déjà des employés. Alors, toute la mécanique est déjà opérationnelle. Alors, moi, pour moi, là, c'est une grosse, grosse avantage. Ensuite de ça, vu qu'on a un historique, tout ce qui est financement, ça demeure un peu plus facile à trouver. Hein. Le banquier va te demander les résultats financiers des 3 à 5 dernières années, puis va pouvoir regarder un peu l'historique des ventes de rentabilité. Alors, financement, plus facile. Alors, comme on disait, l'expertise est développée, le produit est lancé et très souvent, ben, on a la présence avec nous pendant un certain temps du cédant. Alors, du vendeur qui vient vraiment important, il peut nous épauler, il peut nous coacher. Alors, ça serait pas mal les avantages à l'acquisition. Il y a bien sûr des désavantages, des inconvénients. Et la présence du cédant peut être un avantage, mais également, Simon, peut être un inconvénient. Euh, Parce que le cédant, là, il n'est plus, hein. On a passé chez l'avocat, la transaction est faite. Je suis maintenant Jimmy, le nouveau propriétaire. Le cédant, ça fait 25 ans qu'il est le propriétaire. Il y en a qui peuvent avoir de la difficulté à passer, si on veut, le pouvoir. Et alors là, ça peut nuire des fois dans des décisions que tu vas faire, des petits changements. Alors, il faut faire attention. Le cédant peut être un avantage, mais il peut devenir un peu lourd ouais. à gérer. Alors, ça, ensuite de ça, un des inconvénients, bien, dans notre analyse, il faut bien connaître la culture d'entreprise. Alors, il faut être à l'aise avec ça. Il faut faire attention parce qu'il peut y avoir nécessairement l'humain étant l'humain, avoir une résistance au changement. Hein. Assurément, quand on achète une entreprise, on va vouloir faire des changements. C'est impossible. J'ai jamais vu, moi, des gens qui disent ben là, moi, je vais acheter, puis je ne vais rien faire. Puis c'est sûr que les changements, il faut y aller graduellement. Mais assurément, quand on tombe en amour avec une entreprise, on la voit là dans 3, 4, 5 ans, on veut développer une clientèle, un nouveau marché, assurément. Alors, ça, il faut faire attention parce que des employés, on va les sortir de leur zone de confort. OK? Ah bah oui. Euh, et il faut s'assurer qu'on a des compétences de gestionnaire entrepreneur. Hein? Travail d'équipe et tout ça. Alors, et ça, c'est pas qu'une entreprise que tu commences à zéro, tu es toute seule, tu as un deuxième employé, puis graduellement tu montes. Là, tu arrives et tu ajoutes une PME de 20 personnes. Là, tu as 20 personnes, la journée numéro 1 à gérer. Alors, ça, il faut qu'on ait les aptitudes à ce niveau-là, au niveau de la gestion. C'est pas mal, je te dirais, les avantages et les inconvénients. Puis dans Ça les donne. avantages, tu sais, tu disais, tu avais le passif un peu de la compagnie, tu voyais l'historique. Puis il faut pas oublier tu sais, la statistique là, qui disent que les compagnies, tu sais, je pense que c'est 8 ou 9 compagnies sur 10 ne passent pas les 5 premières années. Il y a ça aussi, tu sais, c'est pas facile de Oui, partir from tout à fait. scratch. Puis on avait reçu Renaud La Liberté, là, qui est un avocat qui était aussi pas mal dans l'entrepreneuriat. Puis c'est ce qui nous disait que tu dois avoir plein de chapeaux quand tu pars ta propre business.
faut que tu saches porter le chapeau financier, à moins que tu aies plein de partenaires, mais parce que sinon, tu dilues le profit. Et outre ça, si tu prends des consultants à n'en plus finir, t'imagines comment ça Non, non, coûte cher? non, tu as tout à fait raison. Oui. Puis on s'entend aussi, Simon, à la journée 1, quand tu achètes une entreprise, assurément, tu utilises ce qu'on appelle l'effet de levier. Alors, Ouais. tu peux acheter une entreprise qui avait peu ou pas de dette. Alors, pour la financer, en plus de ta mise de fonds, ben, tu vas refinancer via les actifs de l'entreprise. Alors, la photo de l'entreprise avant la transaction et après n'est pas la même. Alors, comme tu dis, il faut que tu minimises les frais, les consultants, il faut que tu sois vraiment là, opérationnel assez rapidement, en effet. Ah, c'est évidemment, puis il disait même, le repreneur peut reprendre la place de une à 2 personnes dans l'entreprise ou si tu arrives avec un associé, puis que Oui, ton associé il est, je sais pas, comptable, bah, tu es capable de mettre le comptable, écoute, qui se trouve une autre job, puis toi, en tant qu'associé, tu prends la job, tu sauves un salaire, au lieu que le comptable, tu sais, maintenant, au lieu de gagner 80-100 000, bah, toi, tu le fais pour justement 50 000 parce c'est que tu as ça. des actions, puis tes dépenses sont payées dans l'entreprise. Bah, c'est quand même quelques milliers de dollars que tu peux sauver année, enfin, jour un, tu sais, ou Tout à fait, oui. Et nous, c'est ce calcul-là qu'on a fait quand on a acheté MultiPSI en 2014. Notre calcul était simple. On avait deux vendeurs, on les remplaçait par deux nouveaux acheteurs. Cependant, les deux vendeurs, l'entreprise, elle n'avait plus de dette, puis était rendue au moment où ils se payaient des gros, gros salaires. Puis c'est correct quand on est rendu là. Alors, nous, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait un calcul mathématique simple. On enlève ces deux gros salaires-là, on les remplace par les nôtres qui sont corrects au début. Là. Alors, l'économie, juste nous, là, Simon, l'économie de salaire qu'on faisait, ça payait 75 de notre prêt de façon mensuelle, notre endettement que servait à acheter l'entreprise. Alors, tu sais, c'est important de Ah, faire ce calcul-là. Là. ah ouais. C'est quoi, mettons, les entrepreneurs se versent quoi? Mettons, je parle pas d'un entrepreneur, un solopreneur ou un petit truc là, mais tu sais, une compagnie de 5, 10, 15, 20 personnes. Qu'est-ce qui se paye les patrons? Je peux te dire notre cas à nous, là. C'est nous, on a une entreprise, MultiPSI, c'est une entreprise qui avait un chiffre d'affaires de 3 millions. OK? On générait, bon an, mal an, de profit par année à peu près du 10 net. Alors, à peu près 300 000 de profit à chaque année qu'on réinvestissait à l'entreprise. Et nous, les premières années, quand on est parti, là, on sortait un salaire de 75 000. C'est ça que tu Les disais deux. tantôt. Ouais. Oui, tout à fait. Et là, dans les dernières années, souvent, là, cette question-là est souvent posée. On se paye-tu en salaire, en dividende, etc. Il y a des avantages, des inconvénients pour chacun. Mais à la fin, les 2, 3 dernières années, quand on n'avait plus de dette, bon, on se gardait quand même le même salaire fixe, mais c'est là qu'on se versait ce qu'on appelle des dividendes ou des Ah, bonus dividendes avec selon la rentabilité de l'entreprise. Là, ça commence à être le fun. ah, c'est sûr. Tu sais, il y a aussi puis tu peux le faire en tant que travailleur autonome aussi, mais on peut pas négliger, tu sais, tous les avantages en tant qu'entrepreneur de mettre tes dépenses sur la Tout à business. fait. Tout à fait. Téléphone, ordi, je veux m'acheter c'est ça, un nouvel ordi, ben, Tout à je le fait. mets Ouais, sur la ouais. compagnie, Tout ça. l'essence de la voiture, les repas de temps en temps si tu veux aller luncher avec quelqu'un. Tu sais, c'est quand même des dépenses qui valent la peine d'être déduites, là, donc on peut pas le nier Non, on là-dessus. ne peut pas le nier. Il y en a. En effet, tu sais, aujourd'hui, un cellulaire, c'est quoi? Un forfait régulier, 75 par mois. Ouais, Fallait 12. Tu sais, c'est payé par l'entreprise. Comme tu dis, ton portable qu'on travaille, que tu peux utiliser. Alors, toutes ces petites dépenses-là, c'est certains avantages, en effet. ouais, non, Puis moi, tu c'est sais, qu'est-ce que je fais souvent, Simon, avec des gens qui viennent me voir, qui disent, que ce soit en démarrage, que ce soit en rachat, euh, je leur pose souvent des questions. On va regarder, si tu veux, un petit peu ensemble. ouais, ouais, ouais. Puis je les challenge, puis c'est ça mon rôle. Moi, je veux les challenger parce que je veux être sûr qu'ils sont conscients de ce que c'est être en affaires. Première chose, je leur pose souvent, de façon professionnelle, qu'est-ce que tu aimes faire comme Mhm. travail? Puis qu'est-ce que tu n'aimes pas faire? Tu sais? Puis souvent, malheureusement, puis tu dois le savoir, très souvent, les entrepreneurs, toute la partie technique, que ce soit un électricien, un plombier, tous les métiers techniques, les gens ils vont arriver, ils vont dire, ah, moi, Jimmy, puis t'es bon, là, tu vas avoir des bons plombiers, des bons électriciens, puis moi, je voudrais partir en affaires, acheter une entreprise d'électricité, l'emmener à un autre niveau. Ils adorent faire ça, et souvent, qu'est-ce qu'ils me répondent? Ah, ben moi, là, les chiffres, là, Ouais. je ne veux rien savoir de ça, ça ne m'intéresse pas. Bon, malheureusement,
quand on parle d'affaires, de business, les chiffres sont ultra, ultra importants. Et tu sais, mon associé Eric serait avec vous. Il n'aimait pas les chiffres, mais il savait lire un état financier, il savait lire les choses importantes. On ne demande pas à un électricien d'être un expert comptable, mais quand on lui donne un état financier, il faut qu'il soit capable d'allumer les lumières. Donc, souvent, c'est le défi que je vois des gens qui sont très bons techniquement, mais puis qui ont peur. Hein, ils ont peur. Mhm. C'est Ça fait lourd, peur, c'est les compliqué. chiffres. Oh, oui, ça fait peur, les chiffres, oui, tout à fait. Alors, souvent, on leur dit aussi, ils veulent partir en affaires, ben, c'est quoi les économies, hein? As-tu Ouais. mis un peu d'argent, as-tu mis un peu d'argent de côté? Alors, c'est quoi demain matin, tu vas acheter une entreprise? Combien que tu peux mettre comme mise de fonds? Parce que tes partenaires financiers vont toujours te demander de mettre des sous. Ensuite de ça, est-ce que c'est une entreprise, c'est un sort au sol ou tu veux être là à temps partiel ou Ouais. tu vas faire 40, 50 heures? C'est quoi tes disponibilités? Souvent, tu en parles, une autre affaire très, très importante. C'est quoi ton réseau de contacts? Ah, ben moi, je n'ai pas, je ne connais pas de comptable, je ne connais pas d'avocat, je ne m'implique pas dans la communauté. Le réseau, ça demeure un affaire ultra, ultra, ultra important. Puis enfin, puis je leur dis souvent, pourquoi tu vas acheter une entreprise? Tu sais? C'est pas fait pour tout le monde, là. Peut-être que, tantôt tu l'as dit, il y a des gens qui sont très bons deuxième ou troisième à l'intérieur. Il en faut des bons deuxièmes, des bons troisièmes. Alors, c'est le genre de questions que je challenge les gens. Tu sais, je m'achète une entreprise qui vaut 1 million, mais j'ai 5 000 pièces d'économie. Ça risque d'être un peu difficile. Alors, c'est là que l'accompagnement, l'association, tu sais, moi, j'ai toujours dit, je vais toujours m'associer avec des gens qui sont bons techniquement, puis moi, je vais toujours faire la partie financière, gestion. Ouais. Ah, chacun ses forces et ses faiblesses, toi. Oui, oui, tout à fait. Fait que, Très bon. c'est T'avais-tu d'autres euh, questions que tu les challenges? non, c'est pas mal, honnêtement. Tu sais, profil de l'acheteur, souvent, je leur dis, là, t'aimes des défis, partager tes valeurs avec l'entreprise, gagner en confiance sur le cédant, établir ta crédibilité, être Ouais. capable de diriger, prendre des décisions. Il y a quelqu'un que dans mon entourage, ça fait quelques années, le Jimmy, là, qui a acheté une entreprise et le vendeur est resté là plus longtemps que prévu. Et lui, ce monsieur, bah, ce gars-là, c'est un jeune, à chaque fois qu'il voulait faire un move, le vendeur lui disait, mais alors, je vais essayer ça. Ah, tu sais, arrête là, je te coupe tout de suite. Arrête, je vais essayer, ça marche pas. Puis lui, t'es OK. Donc au début, il écoutait parce que tu sais, t'as un certain respect parce que bah, déjà, ouais, le gars était ouais, beaucoup ouais, plus âgé que mon ami qui avait à l'époque, écoute, je sais pas, 25, 30 ans. Le monsieur avait plus soixantaine avancée. Donc, à chaque fois qu'il voulait mettre un nouveau système ou faire un changement dans la compagnie, il se faisait. Puis mon ami en était malade pour se dire. Il avait peur de rentrer au bureau pour dire je veux mettre ça en place. Mettons, ah, on va faire un nouveau site internet. Non, ça sert à rien. On n'a pas déjà de visite sur le site. Pourquoi on ferait un nouveau site internet? Puis c'était vraiment, c'était très compliqué. Puis c'est ça que tu me faisais penser tantôt. Tu sais, que le cédant, ça peut être super bien. Un bon vendeur, enfin, le vendeur peut vraiment t'aider à te ouais, donner tous les outils, à te donner les rênes, à te faire une belle passation d'entreprise, un bon transfert, tout comme tu peux avoir une personne qui est très territoriale, un peu control freak. Puis souvent, les entrepreneurs, il y en a beaucoup qui sont un peu contrôlants, qui aiment gérer leur, tu sais, c'est des gens qui ont habituellement, qui ont géré tout, toute leur vie, qui gèrent leur horaire, etc. Donc, de se faire dire, bah là, non. Donc, ouais, ça peut être, les qualités d'un acheteur aussi doit pouvoir avoir le caractère pour tenir ouais. tête. En tant Euh, qu'entrepreneur, t'as pas le choix de mettre ton pied à terre, puis bah, à un moment donné, tu assumes tes décisions, bonnes ou mauvaises, mais il tout à va fait. falloir Ouais. que tu les assumes. Puis qu'est-ce que je dis souvent, Simon, à les gens? Mettons qu'on a ciblé notre entreprise. Moi, je dis toujours, la première rencontre qu'on fait avec le cédant, là, le vendeur, on va soit déjeuner, dîner, prendre un café. Là. La première rencontre se fait à l'extérieur de l'entreprise. Ouais. Et la première rencontre, moi, j'ai toujours dit, j'ai fait ça dans nos trois achats, on ne parle pas de l'entreprise. Là, oui, j'ai démontré de l'intérêt, on va faire une rencontre. Là, il faut que le vendeur tombe en amour avec nous en tant qu'individu. Ouais. Alors, on discute de la vie, des passe-temps.
tu peux amener le sujet pourquoi vous vendez. Ah, OK, vous êtes rendu, c'est quoi votre passion? Avez-vous des projets, tout ça? Puis là, tu te présentes. Ben, moi, je suis Jimmy, j'ai fait ci, je fais ça, je demeure là, j'ai 2 enfants, puis je suis un passionné de hockey, je fais du camping, etc. Alors, il faut que cette première rencontre-là est importante. On parle de tout, sauf le moins possible d'entreprise. Parce que si on arrive déjà en première rencontre, puis ah, c'est quoi votre chiffre d'affaires, c'est qui vos clients? Alors, il faut que cette première rencontre-là, l'objectif d'un acheteur, c'est que le vendeur tombe en amour avec notre personnalité, puis va vouloir passer, si tu veux, à la deuxième étape. Et là, la deuxième étape, bien entendu, c'est là qu'on va lui demander, on va signer une entente de confidentialité, on va lui demander des états financiers, on va se préparer un questionnaire. Ça, il va tout nous donner ça s'il a tombé en amour avec nous à la première rencontre. Dans mes 3 transactions, les premières rencontres qu'on a fait, on s'est juste présenté. Les 3 Et là, le, transactions, la raison de départ, c'était quoi? Est-ce que alors, principalement, le premier, c'était à retraite, vraiment retraite. La deuxième, c'est que dans les 2 associés, il y en a un des deux qui était malade. OK. OK? Il y en a un des deux qui voulait rester, mais ils ont décidé, ils ont parti à zéro, ils ont décidé de quitter ensemble. Par contre, un des deux a été employé avec nous chez MultiPSI pendant 5 ans. C'était un employé, l'ancien propriétaire. Ah oui. Alors, il y avait la maladie d'un des deux. Et la troisième, c'est qu'elle avait un projet de vie. Elle voulait s'acheter une pourvoirie avec son conjoint. C'était un rêve qu'elle voulait. Et elle a été rendue à l'étape de dire, je vais vendre mon entreprise ici pour aller faire c'est encore partir à l'affaire, mais différent. Elle voulait avoir une pourvoirie. Alors, c'était pas mal c'était les 3 causes de la vente des entreprises. Le nombre de personnes que j'entends qui vendent et qui n'ont pas de relève, c'est incroyable. Oui, il y en a beaucoup, en effet. Ça te prend-tu tu sais, je disais, c'est à peu près, bon, tu as la balance de vente, donc ce que le propriétaire va te financer Financé. via la compagnie. Tu as la banque qui peut te prêter 50-60. Puis toi, tu devrais mettre un 20% de mise de fonds à peu près, hein, de ce que. Ouais, c'est à peu près. C'est à peu près, en effet, là, divisé de cette façon-là, de 10 à 20 de mise de fonds, 50 à 60 bancaire traditionnel, et balance de prix de vente, là, le restant 20 à 30 C'est pas Donc mal ça qu'est-ce prend pas qu'on quand voit. même, tu sais, ça prend pas non plus des centaines de milliers pour acheter une petite PME. Non, non, pas du tout. L'important, c'est que faut choisir la bonne, Ouais, puis il faut vraiment l'analyse des états financiers, des résultats demeure essentielle. Alors, dans nos cas, toutes les entreprises qu'on a achetées, c'est des entreprises qui avaient longtemps qui existaient et qui n'avaient plus de dette. Alors, tout de suite, comme un peu l'immobilier, on a utilisé l'effet de levier. ouais, Alors, on a refinancé l'entreprise. Alors, une entreprise qui est plus endettée, la gymnastique, le défi est un petit peu plus grand, mais c'est faisable. c'est ça. Faut Alors, oui, regarder comme tu dis, il faut bien l'identifier, ne pas se jeter sur la première en pensant que je non, veux non. absolument être entrepreneur. Peut-être, comme tu disais, un défaut des gens qui veulent aller trop vite, évidemment. Donc c'est ça, je regardais, je me dis, tu sais, il y a des compagnies à vendre pour une coupe de 100 000. Donc, tu sais, si tu dois mettre, tu sais, 10% de 500 par exemple, c'est pas Non, c'est grand pas chose. gros. Tu sais, mettons, Non, on est deux, tu sais, c'est 25 chaque, c'est pas. ben ça. Non, non, c'est pas tout à fait. Et une autre chose que je dirais, il faut s'assurer que le cédant aussi est prêt là, dans la rencontre, parce qu'on va en voir de plus en plus, je pense, Simon, des cédants qui vont aller à la pêche et qui ne sont pas nécessairement prêts, mais qui vont juste aller. Alors, Tâter ouais, fallait tenter le marché et tout ça, là. Fait que, tu sais, on ne veut pas perdre notre temps aussi, on veut s'assurer que c'est sérieux, il est prêt, il a-tu parlé à son comptable, tu sais, souvent, c'est le déclic va venir du bureau de comptable. L'entrepreneur va dire, ah, je suis fatigué, je suis rendu à tel âge, comment vaut à peu près mon entreprise? Ça va être souvent le déclic, ça va être le bureau de comptable qui va le donner à l'entrepreneur. OK, OK, je comprends. Ah, c'est intéressant. Je pense que c'est une belle avenue pour des gens qui ont pas envie de repartir à zéro. C'est une belle avenue pour quelqu'un qui veut faire de l'argent, puis c'est un très bon investissement. L'entrepreneuriat est un des 3 piliers de l'investissement. Tu sais, après tu revends cette business-là ou tu la C'est en cèdes à plein tes ça. enfants ou peu importe, Ouais, là, ouais, ouais. maintenant, je sais qu'il y a de moins en moins d'enfants qui veulent reprendre la business familiale. Ça se fait de moins en moins de les statistiques que je lisais. Ouais, Tu c'est très, as très. raison, parce que hey, Simon, qu'est-ce qui peut être différent de là, 15, 20, 30 ans? Euh,
c'est que ces gens-là, là, 20, 30 ans, 40 ans, ben, ça travaillait des 60, des 70 heures, des 75 heures. On en a moins, là. C'est sûr que, pour être franc, c'est sûr que tes premières années, tu vas faire énormément d'heures, mais à ce temps, avec la qualité de vie, là, tu sais, on voit un peu moins ça, là. Par contre, tu vas moins travailler peut-être physiquement à l'intérieur de l'entreprise, mais quand tu viens de propriétaire, c'est un mode de vie qui fait en sorte que tu es toujours en réflexe. Mais si tu es bien là-dedans, tu es toujours en réflexion de je vais améliorer ça, je vais faire ci, mais on est passionné de ça. C'est C'est ça. un mode de vie, là. C'est pas du 9 à 5, tu ne peux pas dire je finis à 5 heures, puis non, non, c'est à 5 heures, puis le soir, tu vas peut-être penser à dire Caroline, je viens d'avoir une idée, ou tel employé, je vais peut-être engager, j'ai-tu une machine à réparer? Alors, il faut que tu sois capable de vivre avec ça, puis c'est pas pour tout le monde. Puis la grosse nuance, ce que je parlais tantôt avec mon petit frère, c'est que c'était à toi. Et évidemment, tu es beaucoup plus passionné quand c'est à toi, c'est ton produit, c'est ton projet, c'est ton bébé. Même si tu fais, je sais pas, whatever, c'est comme toi avec ton nouveau, ta nouvelle entreprise, c'est des produits d'entretien ménager, en Oui, distribution, oui, etc. Bah, c'est sûr que c'est pas super passionnant de vendre des non. mops, des produits d'entretien ménager, mais c'est à toi, donc tu sais, tu vas rencontrer, tu vas aller, whatever, à un 5 à 7, tu vas rencontrer quelqu'un, si tu as besoin, mais je peux t'aider, tu sais. Il y a Et tout voilà. cet aspect-là qui est différent, alors que si tu travailles, je sais pas, tu es coordonnateur en ressources humaines, puis que dans une entreprise qui vend des produits ménagers, c'est rare que tu vas dire, oui, si tu veux, je peux te fournir ou quoi, tu sais. Souvent, c'est pas pareil, puis c'est normal. Quand c'est à toi, c'est totalement, totalement différent. Faut le vivre, je pense, pour Oui, en tu parler. as tellement raison. Puis, je vais te conter une petite anecdote. La première entreprise que j'ai achetée en 2006, c'est, moi, ma crainte, là, c'est qu'un jour, je dois mettre un employé dehors. Ouais. Ma première entreprise, là, c'est ça qui me stressait de plus. Puis j'avais un de mes oncles qui me faisait, qui dirigeait l'entreprise, qui n'arrêtait pas de me dire, Jimmy, tu vas voir, quand ça va être à toi, là, une pomme pourrite, là, mais quelqu'un dehors qui nuit à tes business, je te le dis, tu vas faire ça d'un claquement de doigts. Alors aujourd'hui, je peux confirmer que quand tu es propriétaire puis tu as une pomme pourrie, c'est Bah ouais. très facile de dire out, là, ça ne marche plus avec la gang, tu n'es plus à bonne place. Alors, c'est le genre de choses que quand tu es dedans, c'est là que tu vas le vivre. Là. Ah, c'est clair. Moi, j'en ai mis plusieurs dehors. C'est jamais le fun. Non, C'est jamais. Tu sais, il y en a qui sont comme ça va être nice de virer quelqu'un. Non, je veux dire, non, non, non. même si tu sais qu'il y a le plein emploi puis que c'est quand même relativement facile de se trouver un autre emploi, il n'en demeure pas moins que mettre quelqu'un à la porte, c'est quand même une situation qui est confrontante. Il y a les lois, les normes du travail, il faut faire attention à ce que tu dis. Tu peux pas tout lui dire. Des fois, tu as envie de lui rentrer dedans, quasiment lui dirait je pense que Ouais, ton spot qui a assez duré, mais il faut que tu sois courtois, poli, etc. Mais c'est jamais facile de ce genre de non, situation. Mais je pense qu'en tant qu'entrepreneur ou repreneur, bah, c'est des décisions difficiles des fois qu'on doit prendre. Puis c'est pas toujours. Des fois, c'est le fun, des fois, c'est moins le fun. Tu es responsable, ce que je disais hier c'est tu sais, la corrélation avec le chiffre d'affaires, c'est directement à toi, là. Il y a pas oui, tu peux avoir des excuses, mais c'est vraiment non, non, tu as raison. toi, c'est toi qui le Ouais, résultat vient de toi et de tes partenaires. Donc, à un moment donné, s'il y a quelque chose qui va pas, ben, faut te remettre en question rapidement. Puis tu peux pas juste dire: «Oh, la job, ça va moins bien, je vais m'en trouver une autre», là. non, Tu non, peux tu pas as faire ça. raison. Donc, Tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. très, très intéressant, Jimmy. Cool. Moi, j'ai pas Je de peux questions. aborder, ouais, je peux aborder une autre affaire importante des fois que les gens me posent la question. Euh, c'est quoi la différence entre une analyse ou un diagnostic de début plus une vérification diligente? Tu sais, souvent, là, les gens disent, et souvent, je m'amuse à comparer ça, je fais le comparable avec l'immobilier. OK? Mmh. Mettons qu'on veut acheter une maison, là, la première chose qu'on va faire, on va aller la visiter. Ouais. OK? Alors, on fait un diagnostic de nos yeux. On va poser des questions. La toiture, elle date de quel temps? Y a-t-il des rénovations? Alors, pour moi, ça, c'est comme un diagnostic. Quand on achète en entreprise, c'est la même chose. Alors, il faut faire un premier diagnostic qu'on est capable de faire nous-mêmes. Alors, on se prépare, ce que moi j'appelle très souvent, on prépare des feuilles Excel, on prépare une analyse avec un genre de questionnaire qu'on va poser au vendeur, puis on lui envoie avant la deuxième rencontre, puis là, on explore ce que j'appelle, moi, l'analyse des 4M.
OK? Alors, on va parler du management. Alors, les qualités humaines, qu'est-ce qu'il y a au niveau de. Y a-tu des employés clés? Y a-tu une rotation d'employés? Alors, tout ça, tu mets ça dans un questionnaire Excel que tu envoies au vendeur qui fait en sorte que lui, il a le temps de se préparer. Puis quand on se rencontre à la deuxième rencontre, bon, on regarde ce questionnaire-là. Alors, on parle bien entendu du marché, on va parler des états financiers. Alors, vraiment, là, c'est qui ses clients, c'est qui ses concurrents. Alors, on lui pose plein de questions. Lui prend le temps de bien répondre. Puis après ça, on discute de ça. Alors, moi, je compare souvent ça à la visite de maison. Mhm. Tandis que la vérification diligente, dans une maison, c'est le rapport d'inspection. Hein. On veut acheter une maison, on va demander un rapport d'inspection. On veut acheter une entreprise, on va demander un rapport d'inspection qui est une vérification diligente, comptable et fiscale. Ça veut dire on va demander au comptable de communiquer avec les différents paliers gouvernementaux, de dire, bon, ben, cette entreprise-là, est-ce que ses impôts sont payés? Est-ce que ses taxes, sa TPS, sa TVQ, est-ce que c'est payé? Est-ce qu'il y a eu des avis de cotisation dans le passé? Comment est tout ce qui est fiscal? Et au légal, on va demander à l'avocat de s'assurer, est-ce qu'il y a un dossier sur la CNSST? Est-ce qu'il y a eu des gros accidents de travail? Y a-t-il eu des poursuites? Alors, il va regarder aux différents tribunaux. Y a-t-il eu des poursuites? Alors, ça, c'est la vérification diligente qu'on appelle, ou le rapport d'inspection de l'entreprise, Ouais. comme moi, souvent, je compare au rapport d'inspection. Si on a un rapport d'inspection négatif, on va se retirer de la transaction parce que c'est souvent conditionnel et c'est la même affaire. Quand on va acheter une entreprise, ça va être conditionnel à ce que la vérification diligente soit acceptable. Alors, si tu veux faire la vérification diligente, tu t'aperçois qu'une poursuite de 2 millions sur un gros client, ben, tu vas te retirer ou tout le moins, ça va être un beau sujet de discussion avec le Ouais. propriétaire. Moi, c'est un Fait bon que, parallèle avec l'immobilier, ça je fais image souvent, bien. ouais, je fais souvent le parallèle parce que les gens, la vérification diligente, ils se demandent toujours, on fait ça quand? C'est vraiment plus vers la fin du processus, Ok, hein, comme la maison. Alors, il y a plein d'étapes avant. Alors, c'est pour ça que j'aime bien comparer les deux. c'est très bon, c'est une bonne, j'aime, c'est une belle métaphore. Fait que, ben, tu sais, après ça, il nous faudrait plein d'autres de petits ateliers parce que, tu sais, quand on fait un achat d'entreprise, faut que tu parles de l'évaluation. Hein, comment on évalue l'entreprise, l'aspect légaux, alors le contrat d'achat. Ensuite de ça, il faut faire un plan d'affaires, il faut faire un montage financier. Euh, Quand on est propriétaire à la fin, là, comment on l'annonce aux employés, comment l'intégration des RH, comment on fait ça. Que c'est toutes des choses qu'on pourrait éventuellement discuter par petit atelier parce que, tu sais, un processus d'achat, ben, c'est ça. Là, l'idée aujourd'hui, je voulais discuter avec toi, Simon, c'est de dire valider mon intention. Est-ce que j'ai le goût? Hein? Et très souvent, aux questions que les gens me posent, c'est OK, un coup, j'ai fait ça. C'est où qu'on trouve ça, ces entreprises-là? Ouais, Hein? Sont où? Ben, tu l'as dit tantôt, le CETEC, qui est vraiment CTEQ, qui est vraiment un bel outil, les gens devraient consulter. Et il y a des firmes qui spécialisent en vente, en achat d'entreprise. Alors, faites des recherches sur Google. Et moi, dans les trois acquisitions, moi, c'est un bureau comptable qui ouais, m'a c'est référé l'entreprise. Je pense que je te l'avais déjà dit, là. ça, ouais. Alors, les bureaux de comptables demeurent vraiment les confidents des entrepreneurs. Ça Ouais, part de là. ok. Alors, après ça, il existe une multitude de sites, là, d'endroits, là, mais je te dirais les trois importants puis les plus sérieux, c'est pas mal ces endroits-là. C'est parfait. Bah écoutez, si vous avez des questions dans les commentaires, on réinvitera Jimmy encore. Je trouve ça pertinent de t'avoir souvent. Euh, Ça peut être très bon pour les gens, surtout plus ça a avancé. Tu sais, je pense qu'on a planté des petites graines à gauche à droite dans Ouais, certains auditeurs, mais je pense que là, après, il y en a peut-être qui vont dire, OK, tu sais, ça peut être des jeux de. Tu sais, souvent, les gens, ils manquent d'objectifs dans la vie. Tu sais, c'est comme, ah, je sais pas trop, j'aime pas ma job, mais je sais pas trop quoi faire. Peut-être que justement, vous avez de la misère à économiser ou épargner ou investir. Peut-être que vous pourriez déjà commencer à vous constituer une mise de fonds dans votre CELI qui vous servira un jour à acheter une business. Puis, tu sais, je parlais à mon ami Maxime Talbot là, du hockey. Puis je lui demandais, est-ce que là, tu sais, il y a sa boisson Mana là, qui est en partnership avec Étienne Boulet et puis d'autres monde. Puis là, tu sais, je suis en recherche d'opportunités actives. Donc, s'il y a de quoi, tu as besoin de quelqu'un qui travaille activement, plus qui mette un bon montant d'argent,
fais-moi signe, puis t'es comme, hey, j'aime ça que tu me dis ça, je suis exactement à la même place que toi. Si j'entends parler de quoi, puis tu sais, je crois quand même, je dis pas, je lance quelque chose, tu sais, je suis pas ésotérique, là, je lance quelque chose Non, dans non, non. l'univers, ça me revient, mais je pense que d'en parler avec ses contacts, hey, comme j'ai fait avec toi tantôt, hey, je suis à la Ouais. recherche, si tu as quelque chose, si tu entends parler d'un gars, on va aller déjeuner ou une fille, peu importe, bah, je pense que ça va être important de le dire, puis d'avoir déjà une petite mise de fond ou d'avoir une idée de comment ça se passe. Tu arrives à un 5 à 7 ou peu importe, un souper, puis le gars, il te parle de ça, mais tu n'as aucune idée comment ça marche. Tu sais, si tu es déjà à l'aise avec la balance de vente, la due diligence, enfin la vérification diligente, Tu sais c'est quoi un petit peu, ouais. c'est ça, tu sais, tu es déjà moins perdu, puis ça donne le goût d'apprendre plus. Mais moi, c'est quelque chose que je pense que je vais regarder Puis, activement. J'ai un compte avec le CETEC, je vais peut-être le réactiver. ouais. Puis, tu veux, c'est drôle que tu dis ça. Moi, j'ai un garçon de 18 ans. Ouais. Puis, mon garçon de 18 ans, sa motivation de mettre de l'argent de côté, tu dis, attends, quand on met de l'argent de côté, il faut avoir un objectif, un but. Lui, il aimerait ça un jour, quand sa formation, quand il va terminer d'aller à l'école, il dit, moi, papa, tu sais, un jour, j'aimerais ça m'acheter une entreprise. Fait que là, je mets de l'argent de côté pour ça. Puis, tu sais, quand on dit mettre de l'argent de côté, là, souvent tu le dis, puis j'adore ça, là. C'est pas de mettre de l'argent de côté puis de puis rien faire de sa vie, là. Hum, Il joue au hockey avec ses chums, il va manger au resto. Mais il y a une portion de son argent qui dit ben, ça fait partie de mon budget, papa, là. Je mets ça de côté, puis je me sacrifie pas, là. ouais. Alors ça s'accumule tranquillement. Puis je sais que dans 4 5 ans, quand je vais être prête, puis je vais avoir mon bac en finance, puis tout ça, ben, ça fait partie de mes rêves que j'aimerais. Ben, comme tu viens de dire, s'il s'informe, s'il y a de l'argent de côté un petit peu, ben, ça va être quelque chose qui est faisable. Solidement, bah ouais, non, c'est clair. Oui, C'est une très bonne. T'imagines de commencer jeune comme ça? oui, ouais, tout à fait. Oui, oui. Moi, j'ai pas eu ça, là, par contre, là, Ah, moi non plus. cette chance-là, là, mais tu sais, il y a 18 ans, là, puis il est plus informé que nous autres, il s'informe. Bien entendu, moi, j'en parle à la maison, mais il n'a pas à m'estiner avec. Il sait que c'est important de mettre de l'argent de côté. Bah, Tu tant sais. mieux, c'est un très bon Puis, départ dans la vie. oui, tout à fait. Puis, tu sais, il a compris le principe de l'intérêt composé. Il n'a Ouais, pas fallu que j'explique 10 fois. Il a dit, oui, oui, papa, je comprends, inquiète-toi pas. Parfait. tant mieux. C'est une très bonne chose à apprendre, puis c'est ce que j'essaie d'aussi inculquer aux plus jeunes, là, mais des fois, il y en a qui ne veulent pas le comprendre. Il y en a qui. Non, non, c'est ça. Et puis, qui pense que on sacrifie notre vie. Tu sais, faut pondérer aussi là-dedans, là. Tout à fait. Bah écoute, merci Jimmy. Si on veut en savoir plus sur toi, est-ce qu'on peut te contacter quelque part? Est-ce que tu veux être contacté ou tu dis, ah, laissez-moi tranquille? Non, non, non. Non, non, moi, ça me fait plaisir. Du coaching, j'adore ça. Euh, je C'est pas pourrais cher, hein, te. toi, c'est 1500 $ de l'heure. Oui, oui, oui. Là, je vais peut-être augmenter ma tarification. Je pourrais te laisser, si tu veux, je pense celui-là, où tu pourras mettre mon courriel, Ouais, mon j'aurais. Gmail, je pense celui-là, mon Gmail. Je réponds à toutes mes questions. Ça me fait un grand plaisir. Bon, bah, c'est parfait. Puis on se refera notre épisode très Oui. bientôt pour la suite de ça. Donc, merci à tout le monde et on se voit la semaine prochaine. N'hésitez pas, si vous avez des questions, de les mettre en commentaire, YouTube, sinon sur Instagram, Facebook, etc. On est très disponible. Donc, je vous souhaite une belle journée et à bientôt.